Bonjour à tous et bienvenue au DPS qu'on a créé 2020, particulièrement dans cette session, fait du traitement du langage naturel avec un seul flow. Je tiens d'abord à féliciter l'équipe des organisateurs pour ce mini-festival des développeurs. Ceci dit, je suis Yannick Serge Obab, ingénieur en machine learning et cofondeur d'Isomora, une startup camerounaise, aussi enseignant en informatique industrielle et récemment Google développeur expert en machine learning. Je suis passionné par le deep learning, surtout pour un impact social. Et depuis plus de 5 ans, je suis co-organisateur du Google Developer Group de Bolova au Cameroun, où je contribue en planifiant les meet-ups, en prenant la parole en public et en écrivant les tutoriels sur le machine learning. Alors, pour cette session, elle est idéale pour les enthousiastes en apprentissage automatique, disons les data scientists juniors, les développeurs et autres. Et pour cela, il faudrait savoir que nous ferons dans la présentation de l'état de l'art du NLP pour mener à bien notre talk. Nous avons divisé à quatre catégories. D'abord, une introduction au traitement de langage automatique, disons en anglais NLP, où nous donnons la définition et la présentation des données textuelles. Ensuite, la gestion des séquences avec les réseaux neuronaux récurrents, l'apprentissage par transfert en NLP et à la fin, les questions. Alors, let's go. Certainement, vous déjà demandé comment votre téléphone pouvait comprendre ce que vous le disiez avec Google Assistant ou Siri, ou encore comment Google Translate réussit à traduire de l'anglais en français. Alors, ça, c'est bon à savoir. Nous sommes donc amenés à côtoyer en réalité des robots, les autres entités numériques au quotidien. Pour cela, il est nécessaire de pouvoir communiquer avec elles. Donc, d'où la technologie du traitement de langage naturel. Donc, en réalité, c'est quoi donc le traitement de langage naturel? Le NLP est une technologie permettant aux machines de comprendre le langage humain, donc grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est une discipline qui est à l'intersection de la linguistique, de l'informatique, de l'intelligence artificielle, comme le montre la figure. Disons, nous faisons donc du NLP à chaque fois que nous utilisons l'outil informatique pour analyser les tests. Alors, vous l'ignorez peut-être, il existe plusieurs, nous avons de nombreuses applications de NLP qui existent en fait. Disons, en guise d'exemple, nous avons Google Translate, les assistants personnels, les chatbots, disons la traduction automatique dans les images, et même les logiciels de traitement de texte comme Microsoft Word, disons lors de la correction grammaticale et de l'orthographe. Dans ce domaine inclut un très grand nombre de sujets, disons la classification des textes, la compréhension des textes, la reconnaissance vocale, la reconnaissance optique des caractères, ou encore les OCR. Et avant donc l'essor du deep learning, nous étions jusqu'à présent cantonnés aux techniques basées sur les règles, aux statistiques. Disons, par exemple, dans l'approche basée sur les règles, lorsque nous désirons faire la traduction, par exemple, d'anglais en français, il nous fallait un dictionnaire pour pouvoir traduire les mots, disons, d'une langue à une autre, et les règles pour générer la traduction, cela à travers un arbre grammatical. Donc, mais il y avait quand même des limites, il fallait un expert linguistique et il y avait même les interactions entre les règles, disons, quand c'est assez nombreux. Et on sait que le langage évolue, hein, et il y a une forme d'ambiguïté. Par exemple, lorsque je dis j'ai un avocat, une personne peut comprendre cela comme s'il a le fruit avocat, disons, avocat, une autre personne pourra comprendre cela comme effectivement il est un monsieur, il a les problèmes, il a un avocat. Donc tout cela, il faudrait donc maîtriser dans le contexte d'une phrase et autres. Donc, dans l'approche, c'est pour ça qu'on a viré sur l'approche statistique, donc, qui se base en fait sur les données pour essayer de faire des traductions automatiques en utilisant ce qu'on appelle le corpus parallèle. En gros, on va, comment dire, nous avons un nombre de phrases en anglais et pour chacune des phrases, sa traduction en français.
Donc, la traduction pouvait se faire par mot, soit par des groupes de mots, ou encore appelé n-grammes. Donc, on pourrait dire que le but était que l'ensemble de données textuelles de départ puisse, disons, si nous n'avons pas une donnée au niveau du départ, on puisse faire une forme de référence par rapport à ces données-là. Donc, c'est ces techniques-là qu'on appelle dans le machine learning, en fait, en réalité. Donc, le machine learning, donc, c'est cet ensemble de techniques statistiques qui permet au système et machines d'apprendre sur un dataset. C'est dans le but de, disons, des prédictions par inférence, sans, on va dire, sans pour autant avoir explicitement été programmé, en fait. Disons, pour les données donc, textuelles, la première étape était de récupérer les tests. Disons, ensuite, nous avons un pipeline de prédétermination des données. Disons, pour nettoyer, on extrait les caractéristiques pour représenter les données. Et c'est cette représentation-là que l'on va donner à l'algorithme du machine learning. Alors, je vais revenir. Au-delà du machine learning, nous avons le deep learning qui est en fait un sous-ensemble du machine learning, oui, et qui utilise en réalité tout simplement les algorithmes de réseau de neurones artificiels profonds. Et cela nous a permis d'avoir un très grand niveau d'abstraction. Et il faudrait se rappeler que les mots sont abstraits pour les ordinateurs. Donc, grâce à cette nouvelle avancée, nous sommes capables en réalité de convertir donc, les textes en vecteurs. Et en d'autres termes, nous traduisons notre langue dans celle des machines. Alors, il faudrait d'abord pré-traiter, donc il faut faire un pré-traitement des données. Disons, après la récupération du corpus, disons, cet ensemble de données, on peut le faire par scrapping ou en téléchargement. Disons, et ensuite, nous appliquons la tokenisation, qui en fait désigne le découpage en mots en fait, des différents documents qui constituent notre corpus. Ceci dans le but d'avoir une matrice, disons une matrice de vocabulaire ou un dictionnaire représentatif. Nous avons aussi les techniques de désanctuation, disons, pour enlever les accents en fait. Et on devrait aussi supprimer les stop words tels que les mots, les la, les des en français. Et aussi, on peut passer en minuscule. Disons, donc c'est une forme de pré-traitement. On peut passer en minuscule, on peut l'aimer. Cela consiste à faire quoi? À représenter les mots, disons, sur une forme canonique. Disons, c'est-à-dire pour un verbe, son infinitif, ou bien pour un nom, son masculin singulier, comme ça. Nous avons aussi stémé. Stémé, c'est quoi? Ça consiste en fait de supprimer les suffixes ou les préfixes au mot. Et juste après, dès que vous avez fini de faire ce pré-traitement, vous pouvez aller directement au niveau de la représentation du corpus. Et pour cela, nous avons quelques techniques, quelques méthodes. Nous avons les méthodes de sac à mots, qui est le plus simple. Disons, on va le voir dans notre de mots tout à l'heure. Nous avons la pondération selon, disons, DFF, DFF. Nous avons aussi, disons, les name entity recognition. Cela va nous permettre en fait de reconnaître certains noms, les personnes, les endroits, les entreprises, l'extraction des relations qui va essayer d'extraire des relations sémantiques entre différents thèmes du texte. Et enfin, nous avons le pattern of speech tagging qui représente en fait dans ces méthodes-là qui récupèrent la nature en fait grammaticale des mots d'une phrase, c'est-à-dire le nom, le verbe et l'adjectif. Donc, j'ai prévu une démo. Je vais arrêter d'abord cette présentation, je crois. Dans 2 minutes. En fait, je partage, je crois que vous voyez, hein, ça se voit. Okay. Disons ici avec TensorFlow, nous appelons notre librairie TensorFlow.
nous appelons la fonction tokenizer qui va nous permettre effectivement de diviser votre corpus. Nous avons pris un exemple de corpus. Tu suis des tests qu'on a créés, tu aimes le machine learning et autres. C'est à ce niveau que nous divisons, en fait, nous appelons notre tokenizer. Et nous disons ici que le maximum, disons, de mots, c'est au niveau de 100. Et on associe cet élément qui, en fait, c'est pour que si une donnée n'est pas dans notre corpus, c'est que ça puisse se représenter par ce caractère. Et ensuite, bon, vous allez retrouver tous ces deux mots dans notre présentation que je vais partager. Disons après ceci. Vous voyez, nous avons dans les données test. Et voici l'affichage. L'affichage, nous voyons déjà que les données sont représentées sous forme de vecteurs. Là. Et là, c'est notre dictionnaire. Vous voyez, le 00 dans le out of vocabulaire, ça représente 1. Nous avons celui qui représente 4. Et ensuite, donc, nous avons dans notre matrice que je disais tantôt. OK. Mais le hic, je vais arrêter la présentation. Je vais repartir sur notre slide. Une minute, s'il vous plaît. OK. En attendant, Yannick, je voudrais que les participants comprennent que... Allô, Yannick? Oui, allô, oui, vous m'écoutez? Allô, Yannick? Oui, je vous écoute. Oui, en fait, il y a des participants qui ont leur micro ouvert. Alors, oui, ça crée des superpositions de sons. Oui. J'aimerais que chacun puisse éteindre leur micro, ceux qui ont les micros actifs, et que ça ne reste que le vôtre seulement allumé, quoi. Sinon, ça crée des superpositions de sons pour ceux qui ont les haut-parleurs activés. OK, d'accord. Là, je peux continuer. OK. Disons, dans cette méthode, dont nous avons aussi des problèmes. Disons, le problème principal, c'est dans le comptage que j'ai évoqué, dont les matrices sont assez creuses. Vous avez vu, lors de la démo, il y avait des zéros à un moment donné. Donc, et cela est carrément difficile à gérer dans le cadre de l'utilisation, disons, des réseaux de neurones et autres. Donc, pour contrecarrer dans ce problème, il faut utiliser dans le prolongement des mots qu'on appelle en réalité le word embedding en anglais, le prolongement de mots. Alors, dans ce contexte, chaque mot est représenté par un vecteur, hein, R, et danse avec les nombres réels, disons sans les zéros. Ici, l'enjeu principal de ces méthodes est de prendre le contexte dans lequel le mot a été trouvé, comme je le disais tantôt. Et le contexte, donc, permet donc de créer un espace qui rapproche les mots qui ne sont pas forcément trouvés à côté des uns et des autres dans le corpus. Et comme par exemple le résultat de vecteur Yaoundé ou vecteur Cameroun plus vecteur Sénégal donne une position dans le vecteur le plus proche qui est en fait le vecteur Dakar. Vous pouvez voir des exemples dans notre Alors, je disais donc tantôt, le word embedding, en fait, nous mettons en place des vecteurs denses. Disons les mots qui ressemblent, disons les mots qui se ressemblent ont des vecteurs assez similaires. L'idée de compresser en réalité notre corpus vers un dictionnaire de vecteurs, disons, pour cela, il y a deux méthodes. Hein. Bon, je ne vais pas revenir sur les méthodes. Nous avons le continuous backward, nous avons le skipgram, et il y en a plusieurs. Disons, et en pratique, il y en a aussi une autre façon de faire du word embedding. Nous avons Glove, nous avons Pastex. J'ai prévu aussi une démo pour ça, je crois. Je ne sais pas si nous aurons suffisamment de temps pour les démos, mais nous allons essayer de présenter, ou bien il faudrait qu'on passe. Bon, nous allons revenir sur les démos si on se rend compte que la présentation est assez, disons, nous avons assez de temps. Nous allons revenir là-dessus. Bon, au niveau de word embedding, il faudrait voir que nous pouvons même aussi visualiser dans le plongement de ces mots à travers
TensorFlow, disons TensorBoard, ou bien même un projecteur d'intégration que les librairies TensorFlow utilisent. C'est vraiment après, je vais essayer de vous présenter cela. Et on télécharge un fichier et on upload dans ce mini logiciel et ça vous présente en réalité, disons, certains projets et là, vous pouvez visualiser certaines incorporations des textes et autres. Alors, mais avec cela, nous avons quand même un souci, en fait. Disons, on peut tout simplement représenter le mot, mais qu'en est-il donc de la phrase, en réalité? Et pour représenter dans une phrase, on peut utiliser dans un premier temps la méthode de sac de mots, la méthode de Edgram, mais il y a un souci en réalité. Disons, ça ne gère pas l'information temporelle. Et pour donc gérer donc cette information temporelle, on devrait donc utiliser, disons, les séquences, disons la gestion des séquences. Et comment donc faire donc, pour gérer donc, ces séquences? Donc là, pour gérer donc, les séquences, nous avons besoin des réseaux de neurones récurrents. Donc c'est une architecture assez particulière des réseaux de neurones et qui a une boucle de retour en fait qui nous permet de gérer la mémoire entre, disons, les différents mots de la phrase. Et je prends cas, si je souhaiterais mettre « je suis allé au DFS », disons, comment le faire, disons, nous prenons le word binding du mot « je », disons, la représentation vectorielle du mot « je », nous le donnons au réseau, il me sort une représentation du mot, disons, après nous lui montrons le mot « suis », disons, quand il va analyser ce mot, il va aussi avoir l'information du mot « je ». Disons, on continue donc jusqu'à la fin. À la sortie de mon réseau, j'ai donc la représentation du mot DFEST, disons, avec les informations précédentes. En gros, on a donc un vecteur de la phrase. Donc, voilà à peu près comment cela se déroule. Et dans les réseaux récurrents, ça fonctionne, mais beaucoup plus en court terme. Disons, mais lorsqu'il s'agit à long terme, nous avons des soucis. Donc, c'est-à-dire, lorsque je veux peut-être contextualiser un mot de la phrase, disons avec des informations, des mots peut-être à 10 coups avant, disons dans une séquence, ou bien à 2 phrases avant, il y a des fortes chances en réalité que l'information soit perdue. D'où un automécanisme. Donc pour gérer cette mémoire, c'est en réalité les long short-term memory, ou encore les STM. Donc c'est une architecture qui est vraiment assez intéressante. Donc, l'idée ici est de permettre au réseau, disons, d'oublier ou de ne pas prendre en compte certaines observations passées afin disons, de donner le poids aux informations importantes, disons, dans la prédiction. Et il y en a une autre variante du réseau. Nous avons le GRU, dont les get recurrent unit. Néanmoins, il y a un souci. À ce niveau aussi, nous avons un souci. Si j'ai besoin de contextualiser peut-être un mot de ma phrase, disons, en réalité, il faut le faire dans les deux sens. Disons, du côté avant, et du côté, disons, du début, et du côté à la fin. Et pour cela, il y a une notion dans des bits RN. Et pour cela, nous avons aussi prévu un tuto là-dessus. Je pense que à ce niveau, je pourrais quand même vous faire voir. Cela, je vais arrêter dans un premier temps. Bon, c'est bon. Nous allons passer, partager notre écran. LSTM. Super. Ici, nous devons faire l'analyse des sentiments. Et à partir d'une base de données, disons, de IMDB, disons, les revues. Et à ce niveau, je ne sais pas si vous voyez, bien le... Nous faisons d'abord forme de validation croisée à ce niveau. Il faut importer les tests et les labels, en fait, parce qu'il faudrait voir, c'est en apprentissage supervisé. Nous avons, comme c'est l'analyse des sentiments, donc il faut voir si les phrases sont positives ou négatives. Donc, en fait,
C'est à ce niveau que nous traitons notre donnée. Là, nous utilisons bien évidemment le modèle de plongement, disons le mode de plongement ici, à ce niveau. Nous importons notre tokenisation, disons le tokenizer. Disons, vous pourrez le faire chez vous, tant plus que je vais partager mon deck après. Et là, nous créons donc un modèle avec les STM, ce niveau. Dans un premier temps, il faudrait d'abord une représentation des données, disons en mot de plongement, disons en word embedding. Et ensuite ici, à ce niveau, nous utilisons donc l'aspect donc bidirectionnel, dont les BRN. C'est à ce niveau que nous utilisons. Et le résultat est assez, après entraînement, le résultat est assez correct. Et ça, c'est le deuxième modèle. Nous essayons de le faire avec le grid. Et les résultats aussi est assez intéressant. Assez intéressant. Bon, on va retourner sur notre... c'est bon. Une minute, s'il vous plaît. Alors, disons, l'approche dont BRNN, en fait, fonctionne, disons, ça fonctionne dans la traduction automatique, mais nous avons quelques soucis au niveau des techniques, disons, de mini-mini. Et pour pallier donc à ce problème, disons, parce qu'il faudrait voir que lorsqu'on veut gérer, disons, générer une séquence variable, c'est vraiment préférable d'utiliser l'approche séquence to séquence. Et pour cela, cette approche, donc, nous avons un encodeur et un décodeur. L'encodeur, ici, est une représentation de la phrase. Il représente la phrase et le décodeur utilise la représentation pour, en fait, construire une réponse. Et malgré cela, cette approche a aussi certains soucis, compte tenu surtout de la longueur disons, des textes. Et pour cela, pour pallier à ce problème, nous utilisons disons, les techniques, disons, l'approche attention. Oui. Et pour le faire, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous là, qui pourra y TP, disons, sur la plateforme TensorFlow. Vous pouvez suivre cela et ça va mieux vous étayer. Et pour donc résoudre donc ce problème, disons, même cette approche a un souci, parce qu'il faudrait voir que les RN, en fait, restent lentes et en plus, la structure des textes n'est pas, en fait, forcément séquentielle. Car souvent, on peut bien contextualiser un mot, mais cela, je peux avoir besoin d'un autre mot de la phrase pour, en fait, trouver le contexte du mot. Et pour cela, donc, il faut donc trouver une autre technique. Cette technique-là, c'est le transformer. Ça veut dire, nous avons bien évidemment toujours l'encodeur et les décodeurs, mais un autre principe, c'est le self-attention. Alors, mais il faudrait voir avec tout cela, c'est bien beau, mais un individu qui veut se lancer dans le NLP en utilisant toute cette disons, toutes ces architectures, c'est assez costaud, ça nécessite excusez, ça nécessite beaucoup de temps pour le faire. Il y a donc une méthode donc, qui permet à ce que n'importe qui puisse faire dans le traitement de langage, c'est le transfer learning. Okay. Et c'est quoi le transfer learning? Le transfer learning, c'est cette technique-là qui en réalité, permet donc d'utiliser les connaissances apprises ou construites sur une autre tâche pour une autre tâche. Disons, elle est beaucoup plus utilisée dans disons, la classification d'images et autres.
Et en ce qui concerne donc le NLP, pour le faire, c'était assez complexe, c'était assez difficile. Il fallait trouver une tâche. Et la tâche qu'on a pu identifier, c'était la modulation du langage. Donc, c'est ce principe qu'on utilise en fait dans la modulation du langage. On l'utilise, disons, dans les moteurs de recherche ou bien dans les claviers intelligents. Parce que ça nous permet, en fait, nous essayons en fait de prédire le mot suivant dans une phrase. Voyez-vous. Alors, et là, nous avons plusieurs techniques qui ont été développées. Nous avons les bêtes. Nous avons les bêtes qui font vraiment du bon boulot. Et cela, ils ont associé d'autres tâches. Ils ont les modèles de langage masqué pour prédire les mots cachés, la prédiction des suivis de phrases et autres. Et au-delà de ça, en 2019, Microsoft a sorti aussi une approche, disons, de multitask learning. Et cela donne des résultats meilleurs que BERT. Ils ont associé 4 autres tâches. Ils ont la classification de la phrase, la similarité entre les phrases et autres. Et le dernier, c'est OpenAI, GPT, qui semble être très puissant, mais l'algorithme n'est pas open source. Pour la pratique, donc, j'ai mis un lien avec BERT sur TensorFlow, où vous pouvez cliquer et travailler. Donc, sur ce, je pense que la présentation est terminée. Donc, j'attends les questions. S'il y a des questions sur le... Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Bonjour, est-ce que l'outil est utilisable avec tous les langages? Est-ce que cet outil est utilisable avec tous les langages de programmation? Quel outil? Il faut être précis, s'il vous plaît. Parce que nous avons présenté plusieurs outils, plusieurs approches. Et en ce qui concerne, en fait, nous ne parlons pas disons, de langage de programmation. Je ne comprends pas votre question. Si vous pouvez être précis, je pourrais répondre. Déjà, vous parlez de l'outil, revenez sur l'outil et là, je pourrais répondre. Y a-t-il une autre question? OK. Déjà, il faudrait voir que l'enjeu de cette présentation était de vous présenter l'état de l'art de Natural Language Processing, en fait. C'était, nous avons commencé par les méthodes, les règles, disons, basées sur les règles, en fait, les méthodes statistiques. Nous avons revu le machine learning, le deep learning avec certaines orientations comme, bon, surtout pour la représentation des données, dans les back of word, le word embedding. Parce que l'enjeu ici, c'est de quitter du string à un vecteur. Parce que, vous savez, l'ordinateur n'utilise que des chiffres. Et il est très difficile d'en demander dans les tests. Même s'il est vrai qu'avec le deep learning, on peut le faire. Mais il faudrait d'abord représenter les données, disons, selon les techniques que je vous ai fait tout à l'heure. Alors, vous pouvez cliquer sur ce lien pour avoir notre slide. Vous serez mieux étayé là-dessus. Vous étayerez parce qu'il y a des liens que je souhaiterais que vous guettiez. Il y a des démos et c'est très intéressant pour vous, pour tous ceux qui veulent se lancer dans la data science, surtout en ce qui concerne les corpus parallèles et autres. Alors, je pense que j'en ai terminé pour la présentation. Merci.